Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, madame la présidente, par intérim, mes chers collègues, le 15 mai dernier, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes 2018. Après une première lecture conclusive, malgré notre vote à l'Assemblée nationale, ce dernier a été refusé au Sénat, puis également rejeté par la commission mixte paritaire qui s'est réunie dernièrement. Nous voilà donc de nouveau ensemble, en cette fin de session extraordinaire, réunis pour une nouvelle lecture du règlement du budget, un budget que nous connaissons tous bien, un budget auquel nous nous sommes farouchement opposés à chaque fois, un budget auquel nous ne souscrirons pas davantage aujourd'hui. Au fil des derniers mois, tout a été dit, ou presque, à propos de la loi de règlement 2018. Ce budget, c'est celui de la compétitivité fantasmée et de la fracture sociétale. C'est celui de la dérégulation des grandes entreprises et des grandes fortunes, la France séparée de ses atours les plus libéraux pour tenter d'attirer les investisseurs. Selon vos critères, le succès est présent, sans aucune remise en question possible. Mais à quel prix ? Quels ont été les sacrifices des uns et les cadeaux faits aux autres pour en arriver là ? Le budget de l'année 2018 aura été celui des riches. Nous l'avons contesté avant sa validation et nous resterons dans cette lignée. C'était un budget électoraliste qui a été pensé pour les plus aisés et financé sur le dos des moins fortunés. C'est un budget qui a orchestré la suppression de l'ISF, les coupes brutales faites aux APL, la baisse de l'impôt sur les sociétés et la diminution plus globale de la contribution des entreprises à l'effort national. C'est ce budget qui a fragilisé la confiance des Français en la République, donnant une impulsion et une gronde qui a mené à l'émergence de grands mouvements sociaux. Pourquoi ces mouvements ? Tout simplement parce que le peuple français s'est rassemblé contre un État qui en demande toujours plus aux moins aisés, tout en offrant toujours plus de cadeaux aux fortunés. Au final, ce sont 11,3 milliards d'euros d'allègements fiscaux qui ont été faits, profitant aux Français qui ont le plus de moyens et au capital de manière plus large. Si l'on découpe, comme nous l'avons déjà fait, cette somme, on retrouve 3,5 milliards d'euros via le CICE, 3,2 milliards d'euros avec la disparition de l'ISF, 1,6 milliard d'euros avec la flat tax, 1,2 milliard d'euros au titre de la baisse de l'IS et 1,8 milliard d'euros avec le non-remplacement de la taxe de 3% sur les dividendes. De l'autre côté, on a baissé la taxe d'habitation, mais dans le même temps, on a réduit le montant des APL. On donne quelque chose tout en reprenant ailleurs. On nous dit que les baisses d'impôts des entreprises aideront la croissance, la productivité. Mais quelle assurance en avons-nous ? Puisqu'il n'y a aucune conditionnalité, aucune contrepartie. On baisse les impôts des entreprises et c'est la TVA qui vient compenser à hauteur de 4,3 milliards d'euros. La TICPE, cette taxe à la pompe en hausse, a également rapporté 2,6 milliards d'euros supplémentaires. Mais quelles en sont les conséquences ? Ce sont encore les ménages qui ont été touchés. L'augmentation du prix du gazole a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres en fin d'année dernière. Bref, ce sont les Français et les Françaises, en qualité d'individus, qui ont été amputés d'aide et de pouvoir d'achat avec toutes ces mesures. Les recettes de l'État peuvent donc paraître stables au premier regard, mais il ne s'agit que d'un soubresaut artificiel. Certains postes de dépenses de l'État ont pu être gonflés, comme l'enseignement scolaire, la défense ou la solidarité, l'insertion et l'égalité des chances. Cependant, d'autres missions primordiales, comme les missions travail, cohésion des territoires ou agriculture, ont quant à elles souffert. Les effectifs et le budget de certains ministères ont augmenté, d'autres ont été réduits, l'objectif absolu étant celui d'une réduction des dépenses publiques. L'armée et la défense s'annoncent comme les grands gagnants du prochain budget, avec une augmentation de crédit de 1,7 milliard d'euros. L'éducation nationale, la santé et la justice auront droit à des augmentations, pas le ministère du Travail.
Pire, à Bercy, on assiste à une véritable hécatombe, avec 10 000 postes supprimés d'ici 2022. Le tout aura des conséquences tragiques sur les territoires, les trésoreries et le bon fonctionnement des institutions. Des économies ont été faites de toutes parts, malgré les mesures annoncées à l'issue du grand débat. Le mouvement est en marche, mais les valeurs de notre République sont à l'arrêt. La politique actuelle est vraisemblablement partie pour continuer sur la même lancée, et la loi de finances 2019 prend bel et bien la même direction que celle de 2018, à savoir celle de la politique de l'offre, de la baisse des prélèvements obligatoires et de la baisse des dépenses publiques. Ça dépend pour qui. Pourquoi cette politique de l'offre et de baisse des impôts aux entreprises? Le budget en cours d'exécution l'illustre plus que jamais. Le CICE est doublé cette année, c'est le fameux fromage et dessert, 40 milliards d'euros mobilisés, plus d'1,5 point de PIB octroyé au secteur marchand, sans contrepartie, sans condition, sans ciblage sur l'emploi, l'environnement, l'investissement territorial, quand bien même l'efficacité du CICE n'aura aucunement été démontrée. Vous faites le choix de le sanctuariser. D'ailleurs, vous n'entendez pas mettre un terme à cette fuite en avant, puisque vous envisagez de supprimer des impôts dits de production. Ces impôts peuvent avoir des effets pervers. Pour autant, le ministre Le Maire a indiqué d'entrée de jeu que le financement de la suppression de ces impôts ne se fera pas par le biais d'une hausse d'impôt sur les sociétés. Ce seront donc vous, moi, nous, les contribuables, les citoyens, qui paieront une nouvelle fois l'addition. De leur côté, les baisses d'impôts sur le revenu pour 2020 devaient être largement financées par la baisse des niches fiscales des entreprises, notamment le gazole non routier et le mécénat d'entreprise. Or, ces mini-coups de rabot ne devraient rapporter aux caisses de l'État que 620 millions d'euros, une broutille. Comment donc financer les 5 milliards d'euros engendrés par la baisse de l'impôt sur le revenu? Ces niches ne seront pas réellement attaquées, alors qu'elles représentent 100 milliards d'euros et servent très largement les plus fortunés et les grands groupes. La baisse d'impôt sur le revenu bénéficiera bien aux classes moyennes, mais pas aux classes les plus modestes qui ne la paient déjà pas. Les dépenses publiques continueront à être largement contenues en volume, à plus de 0,5% d'ici 2020, symbole d'une politique d'austérité qui ne dit pas son nom. Des économies massives vont être opérées. Elles se feront via la réforme de l'audiovisuel, de l'assurance chômage, de la politique du logement, des contrats aidés à un niveau plancher, des trésoreries en voie de disparition ou encore des dépenses de l'ONDAM cadenassées. Un autre levier potentiel pourrait être les retraites. Pour le moment, nous sommes toujours dans le flou, même si les choses se précisent, mais le mauvais souvenir des tentatives de réforme du système de retraite ne nous laisse rien présager de bon. On entend déjà dire que la durée des cotisations pourrait être augmentée. La refonte de la fiscalité locale annonce un grand chambardement. La suppression dans son intégralité de la taxe d'habitation viendra, qu'on le veuille ou non, alléger l'impôt de certains foyers aisés à hauteur de 8 milliards d'euros. Le grand déménagement de la fiscalité laisse entrevoir des transferts de ressources d'une collectivité vers une autre. Ce sera l'un des grands enjeux et débats du prochain PLF. Les collectivités locales sont d'ores et déjà sur le qui-vive. Nous ferons des propositions pour garantir leur autonomie. Au final, mes chers collègues, où est donc la révolution fiscale qui se fait tant attendre? Pourquoi refuser d'ouvrir les yeux sur le bilan de la politique de notre nation? Pourquoi insister sur la doctrine du libre-échange désinhibée tout en prévoyant des réformes archaïques et injustes? Alors non, nous ne validons pas ce budget, cette loi de règlement du budget qui alimente une politique contraire à toutes nos valeurs, qui soutient les plus riches et les grandes entreprises plutôt que les plus démunis et les collectivités locales. Oui, nous refusons d'apporter notre vote à cette loi de règlement, reflet d'un budget toujours plus axé vers le libre-échange. Comment pouvons-nous apporter notre appui à une majorité et à un gouvernement qui ne soutiennent pas leur peuple? Alors, comme la majorité des sénateurs l'a fait avant-hier, nous voterons contre. Tant que vous continuerez à soutenir uniquement le secteur marchand et les grands groupes, nous voterons contre.
Tant que les grands chiffres primeront sur les réalités vécues par les Français et les Françaises, nous voterons contre. Tant que vous n'accepterez pas de reconnaître les doléances de notre peuple, nous voterons contre. Je vous remercie.